Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on explore des stratégies efficaces pour renforcer les comportements qu'on souhaite voir plus souvent chez nous-mêmes et chez les autres, et aussi diminuer ceux qui nuisent à nos relations. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans l'épisode, on va tenter de répondre à la question « Comment les comportements changent-ils ?» avec l'objectif et l'intention que quand on change certains comportements, ça peut contribuer à améliorer ses relations. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir vécu une situation et de s'être dit qu'on aurait aimé réagir autrement, mais qu'on retombe dans les mêmes habitudes finalement. Ou encore, ça nous est peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression que malgré tous les efforts qu'on fait, une personne autour de nous continue toujours les mêmes comportements. Dans la thérapie comportementale dialectique, on nous propose une façon de regarder les comportements. En fait, on nous propose qu'avant de juger un comportement, on essaie de comprendre ce qui le maintient. Selon l'approche TCD, un comportement qui continue d'exister, c'est presque toujours un comportement qui, d'une façon ou d'une autre, fonctionne pour la personne parce qu'il répond à un besoin. Par exemple, une personne peut avoir appris à éviter certains conflits parce que ça diminue immédiatement l'anxiété qui est ressentie. Ou une personne peut chercher beaucoup à se faire rassurer parce que ça réduit temporairement une peur intense d'être abandonnée, par exemple. Ou une personne peut agir impulsivement parce que ça lui permet de faire diminuer rapidement une émotion qui est insupportable pour elle. Quand on comprend ce qui maintient un comportement, c'est là qu'on peut commencer à développer de nouvelles façons de répondre à nos besoins ou de changer certains comportements. Avant de chercher à changer un comportement, on cherche toujours d'abord à comprendre. On peut se poser des questions comme « À quoi sert le comportement? Qu'est-ce qu'il apporte à court terme? Et qu'est-ce qui fait qu'il continue? » Dans cet épisode, on va explorer plusieurs stratégies comportementales. On va explorer comment augmenter les comportements qu'on veut voir davantage avec, par exemple, le renforcement et le façonnage. Et on va explorer aussi comment diminuer certains comportements qui nous nuisent grâce à ce qu'on appelle l'extinction, la satiété et la punition qui est utilisée avec prudence. On y reviendra. On va commencer par répondre à une première question. Qu'est-ce qui fait qu'un comportement se répète? Pour répondre à la question, on va parler de renforcement. Alors, en psychologie comportementale, un renforcement, c'est une conséquence qui augmente les chances qu'un comportement se reproduise. Autrement dit, c'est quand un comportement est suivi d'une conséquence qui est agréable ou qui est utile. À ce moment-là, notre cerveau apprend ça fonctionne, on va recommencer. C'est souvent inconscient et ce que ça a comme répercussion, c'est qu'on risque de refaire la même chose la prochaine fois. Le premier type de renforcement, on l'appelle le renforcement positif. En fait, le mot positif, ça veut seulement dire qu'on ajoute quelque chose d'agréable après un comportement, ce qui fait qu'on augmente les chances qu'il se reproduise. Par exemple, vous osez nommer votre opinion dans une réunion d'équipe au travail, alors que d'habitude, ça vous génère du stress. Et ensuite, les autres vous remercient de votre partage. Vous aurez probablement davantage envie de participer la prochaine fois. Un autre exemple, vous allez marcher malgré votre manque d'énergie ou de motivation. Vous remarquez que vous vous sentez plus calme. Donc, cette sensation agréable augmente les chances que vous recommenciez. Ensuite, vous exprimez calmement un désaccord avec un de vos proches et finalement, la conversation se passe mieux que prévu et là, votre cerveau apprend qu'il est possible finalement de s'affirmer sans perdre la relation avec la personne. Donc, il y a plus de probabilité qu'on répète l'expérience. Le deuxième type de renforcement, c'est celui qu'on appelle le renforcement par soulagement ou parfois appelé aussi le renforcement négatif. Le renforcement par soulagement, c'est l'idée qu'un comportement augmente parce qu'il permet de faire diminuer quelque chose de désagréable. Autrement dit, c'est que le comportement va amener un soulagement. Par exemple, une personne qui rentre du travail, qui est stressée, qui est anxieuse, qui est épuisée et qui va boire de l'alcool et pendant un moment, elle se sent plus calme. Le cerveau alors retient que boire égale diminuer la souffrance. Même si cette stratégie entraîne des conséquences négatives sur le long terme, elle risque d'être répétée parce qu'elle procure finalement un soulagement qui est immédiat chez la personne. C'est un principe qu'on peut aussi observer dans nos relations autour de nous. Imaginez qu'à chaque fois que vous envoyez plusieurs messages, votre partenaire finit par répondre. Même si c'est pas
agréable, votre cerveau, dans ce contexte-là, apprend que multiplier les messages, c'est une façon qui est efficace finalement d'obtenir une réponse. Instantanément, quand on voit le message, l'anxiété diminue. C'est là que notre cerveau apprend quelque chose. C'est inconscient, mais il apprend finalement que quand j'envoie plusieurs messages, ma détresse finit par diminuer. La prochaine fois que cette même anxiété apparaît, notre cerveau a plus de risques finalement de nous proposer exactement la même stratégie. Le cerveau a appris finalement qu'un comportement permettait de faire disparaître une émotion qui était désagréable, qui était pénible. C'est la raison pourquoi certains comportements persistent, parfois même lorsqu'ils créent des problèmes. Un autre exemple, vous vous sentez coupable après un conflit. Donc, vous vous excusez rapidement auprès de la personne, même si, dans les faits, vous ne pensez pas vraiment avoir fait quelque chose de mal. Alors, la tension interne disparaît. Le résultat, c'est que vous risquez de refaire la même chose si ça se reproduit. En résumé, les deux types de renforcement, le renforcement positif et négatif ou par soulagement, augmente un comportement, mais la différence entre les deux, c'est la conséquence. Donc, dans le renforcement positif, on va ajouter quelque chose d'agréable, alors que dans le renforcement par soulagement, le comportement, ça permet de faire diminuer quelque chose de désagréable. En thérapie comportementale dialectique, quand on souhaite favoriser des nouveaux comportements, on utilise surtout le renforcement positif. Donc, on essaie de réduire la dépendance à des stratégies de soulagement rapide et on veut vraiment renforcer les comportements qui sont efficaces. Par exemple, ça peut être de prendre des respirations, pratiquer l'auto-validation qu'on a vu dans un épisode précédent, attendre avant d'agir d'une façon impulsive. C'est qu'on veut aider notre cerveau à découvrir qu'il existe des façons alternatives, qu'il existe d'autres moyens de se sentir mieux et qui à long terme sont plus efficaces. Avant de terminer la partie sur le renforcement, je voulais vous partager un dernier principe qui aide à comprendre pourquoi certains comportements ou même certaines relations parfois sont difficiles à changer. Et c'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Ce que ça veut dire, c'est lorsqu'un comportement est renforcé, mais seulement de temps en temps. Souvent, ce que ça fait, c'est que le comportement devient beaucoup plus résistant au changement. Par exemple, imaginez une relation où certains jours, l'autre personne est très présente, d'autres jours, elle est très affectueuse, puis pendant plusieurs jours, elle devient distante ou froide même. Les moments positifs ne sont pas constants, ils arrivent de façon imprévisible et c'est justement cette imprévisibilité qui peut maintenir l'attachement parce que notre cerveau continue d'espérer que cette fois-ci, les bons moments vont revenir. C'est une des raisons pour lesquelles certaines relations sont si difficiles à quitter, même lorsqu'elles font souffrir quelqu'un. Je vous parle de ce principe. Comprendre ce phénomène, c'est pas pour juger nos choix, au contraire, c'est que ça permet de développer encore plus de compassion envers soi-même ou les autres et de mieux comprendre pourquoi parfois c'est difficile de changer certains comportements ou même mettre fin à certaines relations. Maintenant qu'on comprend mieux comment fonctionne le renforcement, explorons comment l'utiliser de façon volontaire pour favoriser le changement chez nous-mêmes et aussi chez les autres. Alors l'idée est simple, si on veut qu'un comportement revienne plus souvent, il faut essayer de lui associer une conséquence qui est agréable. Si votre objectif, c'est de participer davantage à des activités à l'extérieur de la maison, chaque semaine où vous y allez, malgré l'anxiété, malgré l'ennui, malgré que la motivation n'est pas là, vous prenez le temps ensuite de faire un petit quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, aller prendre un café, faire une promenade, écouter votre balado préféré. Et bien, avec le temps, vous associez progressivement l'expérience qui est difficile pour vous à quelque chose qui est agréable. Un autre exemple, vous utilisez une certaine journée, une habileté, par exemple Dearman, pour demander de l'aide à une amie au lieu de garder votre détresse pour vous. Vous reconnaissez que vous avez peur d'être rejeté, mais votre ami répond « Merci de m'avoir dit, je suis contente que tu m'en aies parlé. » Alors la réponse de l'ami, en fait, ça devient un renforçateur, ce qui fait que votre cerveau apprend. Quand j'exprime mes besoins, ça peut créer de la proximité, donc ça peut créer autre chose que du rejet. Parfois, le renforçateur, ça ne vient pas nécessairement des autres, ça peut venir de nous-mêmes. Par exemple, vous vivez une émotion qui est intense, vous décidez d'utiliser une technique quelconque pour vous apaiser. Ça peut être par exemple l'habileté type dont on a parlé dans un épisode précédent. Donc, vous prenez quelques respirations, puis vous attendez avant d'agir. 1 heure plus tard, vous réalisez que vous êtes plus calme,
et vous ressentez à ce moment-là un sentiment de fierté et même un sentiment de compétence. C'est la sensation à ce moment-là qui devient, elle aussi, un renforçateur. Donc, votre cerveau apprend finalement qu'il existe une autre façon de traverser des moments qui sont plus difficiles. Les principes qu'on vient de voir peuvent nous aider à changer nos propres comportements, mais peuvent aussi encourager des comportements plus efficaces chez les personnes qui nous entourent. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y a un proche autour de nous qui vit beaucoup d'anxiété dans ses relations. Et quand elle se sent insécure, la personne peut demander constamment à être rassurée. Le premier réflexe souvent, c'est de répondre à la personne parce qu'on veut diminuer sa souffrance. C'est certain que c'est une intention qui est bienveillante, mais sans nous en rendre compte, ce que ça fait, c'est qu'on peut parfois renforcer cette façon de gérer l'anxiété. La stratégie que je vous propose, c'est pour ce genre de situation de d'abord valider l'émotion de l'autre. Par exemple, on pourrait dire « Je vois que tu te sens vraiment inquiet en ce moment ». Si on voit que la personne utilise une stratégie qui a été efficace pour l'aider à gérer son anxiété, par exemple, la personne a pris quelques minutes pour respirer avant de demander d'être rassurée, on peut souligner l'effort en soi, dire « J'ai remarqué que tu as essayé de gérer ton anxiété avant de venir me parler. Je sais que c'était pas facile. » Parlons maintenant de façonnage. Le façonnage, c'est une extension de cette logique. Le façonnage, ça consiste à renforcer chaque petite étape qui nous rapproche de notre objectif. Par exemple, si votre objectif, c'est de mieux gérer vos émotions, la première réussite, c'est peut-être pas de rester parfaitement calme, c'est peut-être simplement de remarquer d'abord que l'émotion monte, puis la fois suivante, d'attendre 1 minute avant d'agir et ensuite d'utiliser une stratégie qui vous aide, qui vous fait du bien. Le façonnage, c'est l'idée que chaque petit pas compte et l'idée que les nouvelles habitudes qui sont durables, qui se maintiennent, se construisent avec le temps. Un autre élément important, ça concerne le moment du renforcement. Alors, ce qu'on dit, c'est que si la conséquence survient longtemps après le comportement, parfois le lien se perd. Pour qu'un apprentissage soit solide, le renforcement doit être immédiat. Par exemple, si vous utilisez une stratégie de régulation émotionnelle dans un moment qui est difficile, je vous encourage à prendre quelques secondes juste après pour reconnaître l'effort que vous avez fait. Par exemple, vous dire « c'était pas facile, mais je l'ai fait ». Et la même stratégie peut être utilisée auprès d'une autre personne. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout parlé de la façon d'augmenter les comportements qu'on souhaite voir davantage chez nous et chez les autres grâce au renforcement et au façonnage. Mais parfois, l'objectif peut être différent. Donc, parfois, on veut plutôt diminuer un comportement qui nous nuit ou qui nuit à nos relations. Donc, on va parler de stratégies ensemble. La première stratégie, c'est l'extinction. L'extinction, ça veut dire supprimer le renforcement qui maintient le comportement. Et quand l'extinction est appliquée correctement, ce qu'on observe, c'est que le comportement finit par s'éteindre. Par exemple, après un conflit, si une personne demande sans arrêt à son partenaire ou à son ami « Est-ce que tu es encore fâché? » Au lieu de rassurer la personne pendant 1 heure et dire « Non, je suis pas fâché », le proche pourrait plutôt répondre « Je vois que tu souffres en ce moment, je reste avec toi, mais je pense pas que répondre encore à cette question va vraiment t'aider. On pourrait peut-être regarder ce qui t'aide à traverser l'émotion en ce moment. » On retire le renforcement du comportement, mais on continue de valider l'émotion. Au début, quand on utilise une méthode pour réduire un comportement indésirable, pour changer un comportement, on peut observer que le comportement s'intensifie. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle la poussée comportementale. C'est un phénomène qui est attendu et ça fait partie du processus et ça ne veut pas dire que la stratégie ne fonctionne pas. Par exemple, si la personne obtenait habituellement beaucoup de réassurance, elle pourrait d'abord poser encore plus de questions. C'est un phénomène qui est normal, c'est que le cerveau essaie une dernière fois ce qui fonctionnait auparavant. Si on demeure constant, qu'on reste empathique, le comportement va souvent finir par diminuer. Une autre stratégie qu'on peut utiliser pour diminuer un comportement qui nous nuit ou qui nuit à nos relations, c'est la satiété. La satiété, ça permet de diminuer un comportement indésirable en offrant un soulagement, mais avant que le comportement se présente. L'idée est simple, on va répondre aux besoins avant que la situation ou la crise survienne. Par exemple, si vous savez que les soirées où vous êtes seul, ça déclenche souvent de la détresse chez vous, vous pourriez planifier peut-être un appel avec un proche ou planifier de faire une activité qui est agréable avant que la détresse, l'inconfort ou les émotions deviennent très envahissantes. Et finalement, quelques mots sur la punition.
La punition, c'est une autre stratégie comportementale qui consiste à ajouter une conséquence désagréable ou à retirer quelque chose d'agréable après un comportement dans le but qu'il se reproduise moins souvent. En fait, la recherche montre qu'elle est généralement moins efficace pour créer un changement durable. Donc, c'est à prendre avec considération. Et pourquoi? C'est parce qu'elle nous dit surtout quoi ne plus faire, mais ne nous apprend pas nécessairement quoi faire à la place. Par exemple, une personne qui vit beaucoup d'anxiété et qui cherche constamment à être rassurée et son proche, qui est à bout de patience, va lui répondre « Arrête de me poser cette question ». La personne va peut-être arrêter de demander d'être rassurée, mais elle n'aura pas non plus appris comment apaiser son anxiété d'une autre façon. Un autre exemple de punition, mais avec soi-même. Par exemple, après avoir réagi fortement quand on vivait une émotion, une personne qui se dit « Je suis vraiment nulle, je changerai jamais ». C'est une autocritique qui peut parfois donner l'impression de se remettre à l'ordre, mais ça n'apprend pas non plus comment mieux gérer la situation difficile la prochaine fois. Une approche qui est plus efficace dans ce contexte-ci, ce serait peut-être de se demander qu'est-ce qui a rendu cette situation difficile? Est-ce qu'il y a une stratégie que je pourrais essayer la prochaine fois, même si c'est une petite étape ou un petit pas? En terminant, je vous invite à observer un comportement cette semaine. Ça peut être un comportement chez vous ou chez quelqu'un d'autre que vous aimeriez voir apparaître plus souvent, ou ça peut être un comportement qui revient encore et encore malgré tous vos efforts et que vous souhaitez voir diminuer. Je vous encourage à vous demander qu'est-ce qui maintient ce comportement, à quels besoins répond-il et quels petits changements pourrais-je renforcer à la place. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez le www.tcdmontréal.com ou la chaîne YouTube du même nom. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous et à bientôt.